Fin août, je lisais le message de présentation de Brightside sur le forum Randonnée Léger. Il évoquait son PCT réalisé en 2009 et le livre qu'il a écrit et publié en juin 2021. Le PCT, c'est une longue randonnée de 4260 km qui traverse les États-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. On en parlait sur la chaîne il y a quelques mois avec François. J'ai lu un extrait gratuit du livre de Brightside qui s'appelle En vrai Michael ou Mika et j'ai tout de suite eu envie d'en découvrir plus. Alors j'ai acheté son livre au format numérique, je mets le lien dans la description juste en dessous. Il existe aussi au format papier. Je me suis plongé dans son univers et régulièrement je me demandais si je lisais un roman d'aventure ou bien si c'était réel. Et quand je dis ça, c'est réellement un compliment. J'ai vraiment adoré le style d'écriture, j'ai adoré l'histoire de Mika. C'est beau, c'est plein d'émotions, c'est prenant. Il y a même du suspense, on a vraiment envie que le meilleur lui arrive. Du coup, j'ai contacté Mika pour lui proposer de se voir à Annecy pour faire une vidéo, pour qu'il nous parle de son aventure. Il a accepté et il m'a même proposé de partir en bivouac. Alors nous voici ici au-dessus de Chamonix. Il y a le Mont Blanc qui est là-bas, donc on a fait un week-end de rando, un bivouac au lac des Chaiseries qui sont juste au-dessus. Et j'ai hâte de vous partager son aventure parce que réellement, le PCT, il lui a changé sa vie. Bon, je voulais te remercier déjà pour ton invitation dans ce bivouac. On était dans un lieu de rêve. Franchement, ce matin, ce réveil de voir les lumières sur le Mont Blanc et tout, c'était juste magique. Donc merci de m'avoir invité, merci d'avoir accepté qu'on fasse cette vidéo. Et puis surtout, merci pour ton livre, moi, qui m'a fait vraiment voyager et qui m'a transporté. Donc voilà, je voulais d'abord te remercier pour tout ça. Merci à toi, j'adore rencontrer des gens, donc c'est une occasion de plus, super. Bon, c'est un plaisir. Alors on va revenir sur ton PCT, donc en français on dit PCT, on peut dire aussi PCT, donc le PCT c'est le Pacific Crest Trail, le chemin des crêtes du Pacifique, donc tu as marché 4260 km pendant 145 jours. Et la première question que j'ai envie de te poser c'est, avant que tu fasses cette grande randonnée, quel était ton rapport toi à la rando ? Alors j'étais pas un expert, mon rapport à la rando c'était un moyen d'aller faire des belles photos puisque c'est un peu ma passion et j'ai commencé assez tard, 2015-2016, j'ai fait mon premier bivouac au lac d'Anterne avec un gros sac, du matériel pas adapté mais l'endroit était tellement magique au lever du soleil que j'ai attrapé le virus et j'y suis allé. J'y allais de temps en temps un petit peu partout dans les Alpes puisque j'habite Lyon, mais uniquement sur 2 jours. Et avant le PCT, j'ai pas eu beaucoup plus, si ce n'est 3 jours en autonomie au fin fond de l'Islande, déposé en bateau sur une petite partie où il n'y avait rien. Et c'était le maximum que j'ai fait avant le PCT. D'accord, mais du coup, pourquoi tu t'es dit un jour, je me réveille et j'ai envie de faire le Pacific Crest Trail ? Alors c'était début 2019, j'ai une période dans ma vie perso très très difficile j'ai l'habitude de dire qu'il fallait que je me sauve dans les 2 sens du terme. J'ai toujours aimé être dehors, la nature, les trucs. Je m'étais toujours dit que je ferais un truc un peu fou dans ma vie. Donc j'ai pris ma pile de magazines outdoor un dimanche soir et puis j'ai tout feuilleté, j'ai fait une petite liste, j'ai regardé ce qui était faisable dans pas trop longtemps, ce qui était à ma portée parce qu'on ne va pas traverser l'Antarctique comme ça sur un coup de tête. PCT avait l'air de cocher à peu près toutes les cases. Donc ça c'était le dimanche. J'ai regardé le film Wild le dimanche soir pour me remettre un petit peu dans l'ambiance. Je me dis ouais, c'est peut-être un truc qui peut me convenir, qui va cocher ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire du défi, un aspect social très important puisque c'est un trail très couru et c'est vraiment quelque chose que je voulais. Et puis la bonne période puisque c'était un départ, donc ça c'était en janvier, c'était un départ en avril. Et donc dimanche soir je me dis ok, je regarde, il y a une loterie pour avoir le droit de marcher sur le PCT. Elle avait lieu le lundi soir. Je me suis dit bon, c'est un peu le destin. Si j'arrive à avoir mon billet, c'est qu'il faut que je me lance. J'ai eu de la chance, je l'ai eu et c'est comme ça que ça a commencé. Ah ouais, donc c'était un timing plutôt parfait. Donc ça c'était ta première étape, obtenir donc ce permis. Mais après, j'imagine quand on se lance dans une aventure de plusieurs milliers de kilomètres, t'as quoi comme étapes qui suivent juste après l'obtention de ton permis ? Alors, il n'y a pas vraiment de préparation physique ou mentale, parce qu'il n'y a pas grand chose qui peut préparer à ça. Il y a plutôt des préparatifs un peu administratifs. Obtenir le visa, puisqu'on va rester plus de 3 mois aux États-Unis. Donc c'est 2 heures en ligne à remplir à peu près toute ta vie.
Et ensuite, 1 heure au consulat américain à Paris, un petit rendez-vous où il faut préparer plein de choses. Et une fois qu'on a le visa, après, prendre son billet d'avion, dire à mon boulot que je partais. Je leur ai pas laissé vraiment le choix. Je leur ai dit que je partais pas pour des raisons professionnelles et que s'ils avaient envie de me revoir au retour, moi ça me ferait plaisir, mais que c'est pas ça qui m'empêcherait de partir. J'ai eu la chance d'avoir une chef compréhensive qui m'a dit ok, on va trouver une solution. Et puis j'ai uniquement préparé mon arrivée chez des Trail Angels à San Diego. Et en fait c'est tellement compliqué que j'ai pas regardé beaucoup plus loin. Parce qu'on ne retient pas les villes, c'est trop abstrait et les gens disent préparez pas trop, et j'aurais le même conseil, préparez pas trop, parce que ça sert à rien, faut de toute façon les plans volent en éclats assez facilement, donc voilà, préparer l'administratif, pas grand chose d'autre. D'accord, mais alors j'imagine qu'il faut quand même que tu penses peut-être au matériel aussi. Comment tu as préparé ton matériel? Ouais, alors le matériel par contre ça m'a pris beaucoup de soirées parce que je partais de très loin. Quand j'allais randonner dans les Alpes, j'étais plutôt à 20-22 kg avec le matériel photo. Et je me disais c'est pas grave, sur une nuit ça passe. Sur 5 mois c'est pas la même histoire. Donc j'ai commencé à mettre mon matériel dans un fichier Excel avec les poids. Et puis j'ai vu que mon poids de base, alors que j'avais pas tout rempli, était déjà à 14-15 kg. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc je m'étais fixé comme objectif de passer sous la barre des 10 kg de poids de base, matériel photo compris. Donc on élimine. Donc commencer par éliminer. J'ai mangé toutes les vidéos qui existent sur YouTube pour ça, pour préparer le PCT. Les mecs qui déballent leur sac, noter les matériels, comparer les prix, le poids, est-ce que ça vaut le coup de payer un peu plus cher, etc. Et puis petit à petit on enlève ce qui est inutile. On enlève le au cas où, et puis ce qui reste, on l'optimise en poids. Donc on s'achète une tente, un matelas qui ne pèse pas 3 kg chacun. Et puis avec tout ça, je suis arrivé donc à un poids de base hors matériel photo à 6,2 kg à peu près, et 3,6 kg de photo. Donc ça faisait 9,8 en dessous de mon objectif, sachant que la photo... je me voyais pas me passer de réflexe, je pensais, j'étais sûr d'être frustré sans ça, donc je me suis dit ok, je fais le sacrifice du poids, j'aurais plaisir à porter ça. Ça a été le cas, et 10 kg c'est passé. C'est sûr que ça aurait été mieux à 8, hein, mais 10 kg ça l'a fait. D'accord, bah justement en plus là on a profité de ce bivouac cette nuit pour que, là hier soir tu nous as montré tout le contenu de ton sac, parce qu'en fait tu as encore tout le matériel que tu avais sur ton PCT, je trouve ça génial. Donc on a vu tout ça, on va le voir dans une vidéo là, qu'on va retrouver très prochainement sur la chaîne, donc on pourra voir exactement tout ce que tu avais dans ton sac. Donc ça, ok, ça c'est pour ton matériel. Moi je pense à un truc, tu pars pour des mois. Quand on marche, on a faim. Comment tu planifies la gestion de la nourriture? Comment tu fais en fait pour te dire voilà, je vais m'organiser comme ça? Alors il y a plusieurs stratégies classiques sur le PCT. Il y a les deux extrêmes. Ceux qui préparent tout, c'est-à-dire que des mois à l'avance, ils déshydratent de la nourriture, des plats qu'ils emballent dans des sachets pesés avec la bonne ration. Et puis ils compartimentent, ils se disent ok, cette section ça fait 4 jours, donc il me faut tant de repas. Ils se font un paquet, ils l'envoient par la poste, donc ils envoient des dizaines et des dizaines de paquets tout le long du chemin. Ce qui veut dire qu'ils ont en tête de tout faire, hein, ce qui est pas évident à se dire au début. Puis il y a l'autre extrême dont je fais partie, qui n'a rien préparé, rien envoyé, et qui s'est dit je verrai sur place. Parce que sur 1 jour, 2 jours, je sais ce que je mange. Sur des sections de 6-9 jours répétées, j'ai aucune idée de ce que je vais manger. Et puis les quantités caloriques augmentent dans des proportions démentielles. Donc si j'avais préparé, j'aurais fait n'importe quoi, à part sur les premiers jours. Et puis surtout, envoyer des paquets de France, ça vaut une fortune, donc c'est pas la peine, il aurait fallu faire sur place. Et sur place, je connais pas les produits. Premier jour, la première section fait 3-4 jours, j'avais pris 4 pour être sûr. J'ai dû passer 2 heures dans le supermarché parce que je ne connais pas les produits. Donc en France, je sais ce que je prends pour un bivouac. Aux États-Unis, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai même pris un pot de miel pour mon petit déjeuner sur la première section.
J'en ai renversé sur mon sac de couchage les premiers matins. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, mais finalement, on regarde les autres qui sont américains, qui ont plus l'habitude, qui connaissent les trucs. Puis on apprend très vite. Et puis on se met dans le moule. Moi, j'ai fait les classiques, de la purée déshydratée, des pâtes à tous les goûts et des ramen à tous les goûts, avec des petits plus, des petits bouts de bacon, des petits bouts d'épinards. Voilà pour les plats. Et puis le midi, tortillas, charcuterie, fromage, guacamole, enfin avocat. Et puis des trucs sucrés, très très sucrés pour le matin. Moi j'adore ça, c'est pas forcément bon pour mon corps, mais ça faisait les calories qu'il fallait. D'accord, je vois. Alors du coup, tu as tout préparé, tu as ton billet, tout est prêt, tu as ton permis, tu as ton matos, tu réfléchis un petit peu à la nourriture. Donc là, tu arrives devant le monument, le fameux monument, on voit toujours les photos. Comment tu te sens quand tu es enfin devant ce monument? Alors, pour moi, quand j'arrive au monument, c'est le matin. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Il fait froid, il y a des éclairs au loin, alors que je m'attendais à vraiment du désert. Il est tôt. Je me suis retrouvé en chemin avec que des gens expérimentés qui ont déjà fait l'Appalachian Trail ou le CDT ou des longues marches à droite à gauche qui ont déjà un trail name. Et je me dis, je me suis peut-être trompé. Donc j'étais vraiment perdu. Je suis resté très longtemps, je suis parti en dernier, je crois, du monument sur le groupe de 50 qu'il y avait, parce que ça faisait un peu peur de se lancer. Et puis je me demandais vraiment si j'avais fait le bon choix. Et puis je me suis dit qu'il fallait bien y aller, donc on commence à marcher. Et puis on est un peu assommé sur les premiers miles. Les premiers miles ne sont pas forcément les plus intéressants. Marcher tout seul, j'aime pas ça. Donc un peu assommé, un peu abasourdi par aussi se dire ce qu'il y a devant soi. Se dire mais qu'est-ce que je fais? J'ai rien d'exceptionnel, je suis pas un grand sportif. Est-ce que dans 2 jours je suis pas dans un bus parce que je me suis fait mal et je rentre chez moi, quoi. La première demi-journée a été dure et puis après ça se lance et on profite. Alors donc c'est le départ, tu pars du monument en dernier, il y a 50 personnes devant toi. Il y a une expression que j'ai souvent entendue, en français c'est « marche ton propre chemin ». Il me semble, d'après tout ce que j'ai lu, vu sur le PCT, que c'est quelque chose qui est important dans cette aventure. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, marche ton propre chemin, quand tu pars de ce monument et que tu as 4260 km devant toi? Alors, hike your own hike en anglais. C'est vrai que ça revient de plus en plus souvent au fur et à mesure que tu avances, parce que chacun est là pour des raisons différentes, chacun est venu chercher quelque chose de différent. Il y a des gens qui sont là pour la performance physique, il y a des gens qui sont là pour faire la fête, parce que toute la première partie a des sections assez courtes avec beaucoup d'endroits qui sont réputés où tu peux rester. La marijuana est légale en Californie, donc il y en a qui se promènent avec des grandes quantités, qui testent d'autres choses. Donc ça peut être un peu la fête, ça peut être quelque chose de très solitaire. Moi j'étais parti faire quelque chose de très social, rencontrer des gens, c'est vraiment ça qui m'importait. Il y a des gens qui ont un sac à dos gigantesque, il y a des gens qui se promènent avec un sac banane, quoi, quasiment. Et c'est un peu ça, Hike Your Own Hike, c'est ne pas juger l'autre. Chacun vient chercher son expérience et c'est personnel. Et il n'y a pas à juger, à dire mais ce mec-là, il n'est pas ultra light, il n'a rien à faire là, ou ce mec-là. Je me rappelle mon année, il y avait un Américain qui pesait plus de 130 kilos, il s'appelait Second Chance, deuxième chance. Et ça représente ça, t'as pas à juger. Et il a fait un parcours énorme. Et c'est pas parce que c'est pas un trailer qui est capable de s'enfiler 50 km dans la journée qu'il n'a pas à faire le PCT. C'est vraiment ça, avec on hike, c'est ne pas juger, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, tant que ça dérange pas les autres, quoi. D'accord. Donc toi tu parles du côté social, toi tu avais envie d'y aller pour rencontrer des gens. Ça me fait penser, dans ton livre, tu évoques cette famille de trail. Alors qu'est-ce que ça représentait pour toi? Comment ta famille de trail est née sur le chemin? À quel moment? Et voilà, quelle est l'importance pour toi de cette, je crois qu'on appelle ça la tramily? Oui, la tramily, contraction de trail et family.
Pour moi ça a fait mon PCT et c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc la Tramily, c'est le groupe de personnes avec lequel tu marches, qui peut évoluer au fur et à mesure des sections. Et c'est vrai que j'ai pas toujours eu la même. Mais j'ai fait l'ensemble du chemin avec un Hollandais et une Hollandaise que j'ai rencontré le soir avant même de commencer. On a pris une bière ensemble chez les Trail Angels chez qui on était. Et puis le premier jour, il y a un classique, au bout de 15 miles, on finit en fond de vallée. Et il y a une montée qui est réputée très difficile, avec beaucoup d'abandon le premier jour derrière. Et donc tout le monde monte le camp là, et puis il était 2h de l'après-midi, donc moi je ne me voyais pas monter le camp et puis rester là des heures à rien faire, même si je me disais que c'était peut-être une erreur d'en faire trop le premier jour, mais je me voyais pas continuer. Je regarde, il y a 300 mètres de dénivelé, c'est pas non plus la montée du Mont Blanc. Donc je me dis non, j'ai envie de continuer, mais j'ai pas envie de continuer tout seul. Et deux seuls que j'ai réussi à convaincre de venir avec moi, c'est le Hollandais et la Hollandaise. Et on a fait la totalité du trail ensemble à partir de là. Et derrière, j'ai fait la haute montagne avec un Américain, un trader de 49 ans. J'ai fait toute la deuxième moitié avec un Israélien qui sortait du service militaire. J'ai fait la fin en plus avec une Danoise, 25 ans à peu près. Et puis il y a plein de gens qui gravitent autour de cette Tramily. Et la Tramily, c'est vraiment un groupe hyper soudé. Et c'est vrai que plus que les paysages, plus que l'effort, plus que tout, c'est ça mes souvenirs. Hein. C'est tout ce qu'on a vécu ensemble parce que tu es dans un environnement qui est dur, tu es quand même un peu poussé à bout au niveau physique. Donc en fait, tu tombes tous les masques. Et tu es vraiment toi, 100% toi, tu peux rien cacher, c'est pas comme quand tu peux aller au boulot et jouer un rôle ou te mettre dans un personnage un petit peu, cacher certaines facettes de ta personnalité, là tu peux rien cacher, tu es trop fatigué pour cacher des trucs. Et donc c'est des gens qui me connaissent en quelques semaines aussi bien que, voire mieux que mes amis de 20 ans. Et puis l'intimité sur le PCT est toute relative, donc en fait très rapidement ça crée des liens qui sont hyper forts. Et donc ça fait 2 ans que je suis rentré. Et je suis encore en lien toutes les semaines avec un paquet de monde avec qui j'ai marché. Ouais, dans ton livre, on sent vraiment ce côté famille de trail. C'est vraiment, il y a une part importante dans ton livre. Et d'ailleurs, il y a des belles histoires. Je ne vais pas raconter le livre, mais c'est chouette. On a envie d'en savoir plus. Il y a des fois du suspense. On a envie qu'il se passe certaines choses. Et c'est génial. C'est ce qui se passe entre vous. On sent que c'est vraiment très très fort. Ouais, ça crée un lien qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, hein, parce qu'on a vécu des choses très fortes, des choses très dures, puis aussi des bonheurs immenses. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens retournent marcher sur ce type de trail, c'est pour retrouver cette connexion. Et surtout, ce qui est assez drôle, c'est que ça casse toutes les barrières. C'est-à-dire que le trader de 49 ans, il partage une bière avec le mec un peu asocial qui a 20 ans, et les deux rigolent pendant des heures, et ça se mélange tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les religions, toutes les convictions politiques, peu importe sur le trail, tout se mélange hyper facilement, avec des gens hyper ouverts toujours, parce que je pense qu'il faut être assez ouvert pour se lancer dans ce type de défi. Et du coup, c'est juste génial de rencontrer tous ces gens qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de croiser dans la vraie vie ou de se connecter à ce niveau-là dans la vie de tous les jours. Donc c'est la meilleure partie de ce type de marche pour moi. Alors ça me fait penser à autre chose quand tu parles des rencontres avec les gens. Je me souviens François sur son interview là, que vous pourrez retrouver en lien là en haut. François nous parlait de la générosité des gens extérieurs, enfin extérieurs peut-être pas tant que ça, tu vas nous le dire, extérieurs au trail qui parfois peuvent faire des détours de dizaines de kilomètres pour vous déposer en ville, qui parfois vous attendent, ça t'en parles beaucoup dans ton livre, tu parles de la magie du trail et des trail angels, des anges du trail. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de toute cette magie du trail et de ces gens ? Oui, au-delà de la Tramily, il y a toute une communauté autour de Trail Angel et de gens qui font ça une fois ou deux. Il y a une partie qui a fait le trail ou qui en a fait d'autres qui veut rendre une partie de ce que le trail leur a donné en faisant du trail magic, donc en offrant quelque chose aux randonneurs qui sont en ce moment sur le chemin. Ça a pris des formes hyper variées. C'est des gens qui m'ont beaucoup touché. Qui refusent souvent qu'on paye.
pour ce qu'ils nous proposent. Donc nous on avait pris toutes les adresses et on leur a envoyé une photo de nous au monument de fin avec des remerciements, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on était arrivé jusqu'au bout. Je vais donner une anecdote peut-être pour être un peu plus concret, mais parmi des dizaines et des dizaines. On était sur une section très sèche, il devait y avoir 40 km sans source, en plein cagnard, il faisait une chaleur à mourir. On est au milieu, il y a une cache à eau, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a une route secondaire en terre qui permet à des volontaires, donc à des trail angels, de venir déposer des jerrycans d'eau pour nous permettre de passer cette section qui autrement serait presque impossible à passer. Et début d'après-midi, on est à l'ombre du seul arbre qu'il y a parce qu'il fait trop chaud pour marcher. Les marcheurs s'accumulent, donc on doit être 8 ou quelque chose comme ça. Il fait vraiment très chaud. Et il y en a un de nous qui dit ah là je tuerais pour un coca glacé quoi. Et là on entend un petit vrombissement au loin, puis ça se rapproche, et puis on voit une voiture qui arrive sur la petite route secondaire, qui se gare, le coffre s'ouvre, c'est caché un petit peu par des buissons, et puis personne arrive avec un bloc de glace et 8 coca sur le bloc de glace. Et c'est vraiment ça, Trail Magic, ça arrive souvent au moment où tu t'y attends le moins, et au moment où tu en as besoin. C'est ça qui est assez dingue, c'est pour ça que c'est magique. Et donc la personne est venue avec voilà, ce qui manque aux marcheurs, des fruits frais, donc il y avait de la pastèque, il y avait des tomates basilic. Elle nous a offert tout ça. On a discuté pendant plusieurs heures avec elle. Et c'était en fait la sœur d'une personne qui venait déposer l'eau. Et sa sœur lui a dit qu'elle faisait ça. Elle a dit mais j'ai envie de voir ces fous qui traversent le pays à pied. Et donc elle était venue pour nous voir. Donc on la remercie chaleureusement. Elle nous dit non, c'est moi qui vous remercie de faire vivre un petit peu cette tradition du vagabondage américain, du pèlerin, de ce côté un peu aventure qu'on perd de plus en plus dans nos sociétés. Et vraiment, c'est elle qui nous remercie et ça m'a scotché. Ça m'a scotché et c'est vrai que j'essaye de le rendre un petit peu depuis. Alors c'est moins commun en France. Mais quand il y a des autostoppeurs, je m'arrête forcément maintenant. Et puis si je peux aider aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de très américain, l'esprit communautaire. Mais c'est quelque chose de très fort, vraiment, ça marque aussi. Ouais. Alors il me semble que dans le même esprit, il y a une autre tradition sur le PCT, c'est le nom de trail, ton trail name. Alors qu'est-ce que c'est cette institution du trail name sur le PCT ? Alors donc le trail name, faut voir qu'on se met un petit peu en marge de la société pendant quelques mois. Et donc dans cet esprit-là, on se dit qu'on peut laisser son état civil aussi en dehors. Et donc on ne s'appelle pas par nos prénoms, on s'appelle par des trail names qui sont donnés par les autres marcheurs par rapport à un truc que tu fais, un truc que tu manges, un tic de langage, une anecdote qui t'arrive, il y a un peu de tout. Et les autres doivent te le donner. Et ce qu'on avait essayé de faire dans la Tramilly, c'est d'avoir un trail name qui voulait dire quelque chose pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des trucs classiques. La danoise avec qui j'ai marché s'appelait Crazy Burrito parce qu'elle a mangé un burrito pas très bon le premier jour et que ça s'est mal passé. C'est marrant, mais ça ne marque pas personnellement. Et donc le mien, c'était Bright Side, parce que donc j'ai été marcher pour aller mieux, et ça n'a pas trop marché au début. Et puis forcément, donc je disais, on se rapproche de cette amie, donc on leur raconte un petit peu notre vie. Donc ils savaient pourquoi j'étais là. Et pour m'aider à la fin du désert, ils ont pas mal réfléchi à me trouver un trail name là-dessus, et donc ils ont trouvé Bright Side, qui est les bons côtés. Et me dire, c'est ça ton objectif, c'est toujours regarder le bon côté et de repasser du côté un petit peu de la lumière. J'ai bien aimé l'idée, le groupe l'a validé et c'est parti de là. Et c'est vrai que ça a été psychologiquement un petit déclic pour moi. Alors il y a eu la fin du désert, où il y avait vraiment un sentiment d'avoir réalisé quelque chose. Le même jour, j'ai reçu mon trail name. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à aller mieux. C'est une histoire un peu marrante, mais... Voilà, donc j'aime beaucoup je l'ai porté avec fierté, j'étais très fier de l'histoire de mon trail name et je l'aime toujours beaucoup. Ouais.
Alors si tu devais garder un seul souvenir, est-ce que tu peux garder un seul souvenir? Ça serait lequel de ce PCT? Je peux pas garder un seul souvenir, c'est trop dur à faire. Je vais faire un petit triptyque, un petit trio. Je vais en faire un sur l'aspect réalisation un peu personnel, c'est mon arrivée à Kennedy Meadows, qui marque la fin du désert, donc c'est 700 miles, environ 1100 km. C'est assez dingue, tu arrives au milieu de nulle part, il y a une petite dizaine de bicoques en rondins qui traînent éparpillés dans la nature, et tu arrives une espèce de saloon avec une grande terrasse, et la tradition c'est que les randonneurs qui sont là applaudissent quand tu arrives, et tu as vraiment l'impression, là tu te dis, ça prend sens, tu te dis là c'est possible, j'ai quand même fait tout ça, même si je m'arrêtais maintenant, je serais quand même content. Donc, ouais, personnellement ça m'a fait quelque chose d'arriver là. Deuxième, peut-être un nature beaucoup plus au nord, 2 tiers à peu près du chemin. Ça fait des semaines et des semaines qu'on marche vers le mont Shasta. Donc il faut imaginer une montagne volcan de plus de 4000 mètres avec le cône parfait, la petite neige au sommet, et puis autour rien au-dessus de 2000 mètres. Donc ça se voit à des centaines de kilomètres à la ronde. Et on est enfin tout près. Et on trouve une super plateforme rocheuse face au mont Shasta. Et c'était la nuit des étoiles filantes. Donc on s'est tous mis sans les tentes. Et on a regardé la Voie lactée avec les étoiles filantes sur le mont Shasta pendant des heures. C'était magique. Et puis un petit troisième, c'est difficile, hein. Peut-être un social, c'est dans le parc Yosemite. J'adore faire des feux de camp, donc on a fait un feu à un moment, on avait réussi à ramener des hot dogs. Il y a pas mal de monde qui gravite autour de la Tramilly, donc qui font presque partie de la famille autour du feu. On mange des hot dogs, on boit quelques bières, il y a la Voie lactée au-dessus. Et là, ça m'est pas arrivé des tonnes de fois dans ma vie, et à un moment où tu te dis là je suis 100% heureux, là c'est le top du top, je peux pas aller plus haut. Des amis, un feu de camp dans la nature, dans un endroit magnifique. Celui-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et quel serait ton souvenir le plus difficile dans cette aventure? Alors des périodes difficiles, il y en a forcément sur 5 mois. Et c'est pour ça que les hauts sont aussi beaux, c'est parce qu'on est descendu très bas à certains moments. Le plus difficile pour moi, je me suis blessé un petit peu au milieu. Donc on est sur la plus longue section. 9 jours, 200 km dans la neige à plus de 3000 mètres. Et en plein milieu, j'ai développé, alors j'ai compris après, une périostite tibiale. Donc c'est un peu la maladie du trailer. Ça fait super mal. Au bout d'un moment, tu as l'impression que ton tibia va casser à chaque pas. Et il me reste 100 km d'un côté ou de l'autre. Même si je fais demi-tour, c'est la même chose. Avec des Sun Cup, donc c'est de la neige creusée comme une boîte d'œufs. Donc c'est très sollicitant pour les chevilles parce qu'on passe à travers, on glisse. Et donc il m'a fallu 4 jours, je suis allé au bout de la souffrance. Je suis arrivé en ville, je marchais plus. Et après ça, il y a l'autre souffrance qui est de dire ok, qu'est-ce que je fais parce que ma Tramilly va pas m'attendre, je sais même pas si ça va guérir. Et donc dire au revoir à cette Tramilly, les laisser partir. Et puis depuis longtemps j'avais fait le choix de laisser tomber le côté physique par rapport au côté social. Donc j'ai sauté quelques miles. Donc quand tu as dit 4260 km au début, je ne suis pas tout à fait, même si on en fait des extras à droite à gauche, mais j'ai sauté quelques miles, j'ai pris quelques jours de repos, fait du stop pour rattraper ma Tramilly un peu plus loin et les retrouver, mais leur dire au revoir sans savoir si j'allais rentrer chez moi parce que ça passait pas ou si j'allais pouvoir continuer, ça a été assez dur. Alors une question, tu as eu ces moments difficiles de blessures. J'imagine, j'ai vu dans ton livre, j'ai lu dans ton livre des envies d'abandonner. Alors qu'est-ce qui te fait tenir quand tu as envie d'abandonner? Alors dans les moments où ça va vraiment pas, ce qui fait continuer, c'est la Tramilly. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où j'ai pensé abandonner, voire même un seul vers la fin.
on était trop proche du but pour abandonner, donc c'est ça qui m'a fait continuer. Le reste du temps, c'est sûr, hein, il y a des matins où tu n'as pas envie de te lever. Hein, dans la partie haute montagne, tu te lèves à 4 heures et à 4h30, il faut traverser une rivière gelée avec de l'eau jusque-là. Pas forcément le réveil que je préfère. Hein, donc il y a certains matins, tu n'as pas envie. Mais tes copains, ils sont en train de démonter leur tente, donc tu ne vas pas rester là tout seul. Donc tu suis le mouvement. C'est aussi la force d'avoir un groupe, hein, c'est qu'il y a forcément des jours moins bien tous. Hein, des jours où on était grognons, on a tous eu. Et le fait d'être en groupe, ça aide énormément. Et puis il y a une règle sur le PCT, on n'abandonne pas dans un mauvais jour. Si ça va vraiment pas, si tu as envie d'abandonner, ok, tu prends la première sortie possible, tu vas te prendre un bel hôtel, tu te remets d'aplomb, une bonne douche, un bon lit, et tu prends ta décision le lendemain, pas le jour même. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec la Danoise dont je parlais tout à l'heure. On l'a croisée en pleurs sur le bord du chemin. Elle a dit je rentre chez moi là, j'en peux plus. Et c'est vrai que ça faisait des semaines qu'on la voyait boiter. Et on lui a dit non, tu connais la règle? Non, donc tu vas venir avec nous. On va marcher plus doucement et puis tu vas venir avec nous. Et puis dans 2 jours là, tu peux sortir et puis tu prendras ta décision plus tard. Donc elle est venue avec nous. Et on a eu la chance de tomber le soir sur un de nos trails magiques les plus fantastiques dans un camp. Les gérants du camp accueillaient pour la première année les campeurs, donc c'était pas très connu. Et ils nous ont reçus autour du feu, on a discuté jusqu'à pas d'heure, raconté toutes nos histoires. La femme, Jerry, s'est occupée de la Danoise comme une maman, elle lui a fait un bain de pied. Et on a rigolé pendant des heures. Et le lendemain, elle était requinquée. Et elle a marché avec nous quasiment jusqu'au bout. Cette histoire, ça me fait vraiment penser, quand tu parlais de Trail Magic avec les canettes de coca tout à l'heure. Là, cette histoire, elle est géniale pour la fille de ce qui s'est passé. C'est incroyable, quoi. Ah, je te dis, j'en ai des dizaines comme ça. Ouais. Vraiment des tonnes et des tonnes. Ça fait vraiment le sel de ce type d'aventure. Et les paysages, ils étaient superbes, j'en ai profité, mais chaque rencontre, je me souviens quasiment du nom de tout le monde au fur et à mesure. Il y a certaines institutions, certaines qui ont disparu depuis, mais il y a des trucs. Casa de Luna, un petit endroit un peu hippie au milieu, où on avait hésité à aller, parce qu'on avait entendu que c'était vraiment très, très fête, et on s'est dit, on est peut-être un peu vieux pour ça. Finalement, on y a été. On a passé une soirée fantastique. Terry, la dame qui gère ça depuis des années, il y a tout un tas de cérémonial pendant la soirée. Tout le monde met une chemise à fleurs de son mari. Elle fait sa taco salade qui était réputée sur tout le chemin. Elle te fesse avec sa cuillère en bois. Je l'ai vu dans d'autres livres ou sur d'autres comptes Instagram. Elle fait ça depuis 10 ans en fait. Elle prend des photos des groupes. Il y a une petite danse pour avoir le droit à ton bandana de l'année du PCT. Il y a tout un tas de... Elle a mis en place tout un tas de rituels et puis c'est un personnage. Et je te dis, il y en a des tonnes comme ça. Alors justement, j'ai l'impression, à la base on se dit ça va être une randonnée, mais on a l'impression que le côté social là, dont tu nous parles et dont tu parles dans ton livre est super important. Alors qu'est-ce que ça a changé sur toi, pour toi, toute cette aventure du PCT, cette aventure humaine? Comme l'anecdote que je viens de raconter, ça m'a appris à dire oui à tout, même pourrait se dire mais s'il arrive ça ou c'est un peu bizarre d'accepter ça, etc. Non, en fait, faut dire oui. La plupart du temps, la vie a plutôt des bonnes surprises pour nous. Donc, accepter ce qui vient sans se poser trop de questions. Ça a changé ça. Et puis, on relativise. Au boulot, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui se pourrissent une journée pour des bêtises. Et puis je leur dis, est-ce que c'est vraiment important? Franchement, il n'y a personne qui est mort. Tu t'es pas blessé, tu es en bonne santé. Alors peut-être ta réunion elle s'est mal passée, peut-être
t'as cassé un truc sur ta voiture, bah, au final, est-ce que ça vaut le coup de se pourrir une journée de ta vie pour ça? Non, je pense pas. Alors du coup, j'imagine qu'une fois revenu à ta vie de Lyonnais, quel changement ça a eu concrètement sur ta vie? Quels sont tes projets du coup là pour l'avenir? Alors, je vais spoiler un petit peu mon livre pour ceux qui voudront le lire. Je suis revenu pas tout seul, je suis revenu en couple avec la Hollandaise dont je parlais tout à l'heure. Et donc, l'expérience m'a fait sauter le pas vers quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, arrêter de travailler dans un bureau, travailler dans la nature, avec beaucoup de contacts humains. Et puis la marche est un peu une drogue. Donc on avait prévu en couple de repartir faire la traversée de la Nouvelle-Zélande à pied, enchaîner avec une nouvelle traversée des États-Unis sur un autre chemin. Le Covid nous oblige à changer un peu nos plans, mais pour l'instant on partirait passer l'hiver en Laponie dans un parc national pour encadrer des activités sportives avec les touristes, donc un peu la vie de rêve. Et puis on avisera au fur et à mesure, parce qu'un autre truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas faire trop de plans, parce que de toute façon, la plupart du temps, ils volent en éclats, vaut mieux être souple. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre ce qui vient, profiter, et puis on verra. Alors c'est génial, alors ouais, ça spoil un peu le livre. J'avoue que moi c'est des passages dans le livre, c'était prenant, je me disais j'espère qu'il va se passer ça et tout. Donc bon, voilà, une super belle histoire. Et du coup, quel conseil toi tu pourrais donner à quelqu'un qui peut-être dans un coin de sa tête se dit ah le PCT pourquoi pas? Je lui dirais de se lancer. Je suis pas hyper sportif et je suis arrivé au bout. Je pense que à minima la première partie, c'est-à-dire les 700 premiers miles, la partie désert est faisable par à peu près n'importe qui. Il y a une famille avec une petite de 5 ans qui a fait le PCT cette année. C'est vraiment accessible à tout le monde. Je te coupe, quand tu dis a fait le PCT, elle n'a pas fait que cette partie. Ah non, elle a fait tout le PCT. Ils ont fait les 4260 Ils sont en km. train de finir. Ça leur a pris un peu plus longtemps que la moyenne, mais ils sont en train de finir. Et la première partie suffit à changer ta vie. Physiquement, on se fait à la marche. C'est-à-dire qu'il faut commencer doucement et n'importe qui est capable de commencer. Même en faisant 5 km par jour, c'est pas grave. Petit à petit, le corps va s'adapter et on va être capable de faire plus. Et ça n'empêche pas, même en le faisant plus lentement que la moyenne, de profiter de tout ce qu'il y a sur le trail. Personne ne le regrettera. Personne, c'est à faire dans sa vie, même sans être sportif. Si vous aimez la nature, si vous aimez être dehors, rencontrer des gens, il n'y a pas mieux comme expérience. Alors est-ce que pour conclure, tu aurais un message à faire passer? Lancez-vous, faut pas avoir de regrets dans la vie, elle est courte, profitez de chaque instant. C'est bête ce que je raconte, mais on le sait tous et on le laisse tous passer probablement. J'ai un collègue là avec qui je travaille qui a un job très bien, qui paye bien, une belle situation, il a fait une belle carrière, il approche de la retraite. Et il m'a dit, il y a 20 ans, j'avais le rêve de reprendre une librairie et celle de mon petit village était à vendre. Et j'ai fini par pas le faire en écoutant toutes les voix autour de moi qui me disaient, mais tu vas pas abandonner ta belle carrière pour ce rêve un peu fou. Donc il a écouté la voix de la raison et je lui ai demandé, tu regrettes? Et ça se voyait de toute façon dans ses yeux et il m'a dit, ouais. Et je pense que c'est dommage d'arriver à ces vieux jours avec ce type de regret. Au pire, on se rate. On aura appris des choses en chemin. Donc il faut se lancer, que ce soit le PCT ou une autre aventure. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Il y a des gens de 71 ans, un japonais de 71 ans qui a fait le PCT mon année. Il n'est jamais trop tard, ça devient peut-être un peu moins facile, mais tout est toujours faisable. C'est beau, ça me fait penser à l'expression, je crois que c'est ça, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement. Et donc c'est une super belle conclusion. En tout cas, vraiment, encore merci pour nous avoir partagé toute ton aventure. Ça fait des images plein la tête, ça fait rêver, ça fait des messages d'espoir également. Donc vraiment un grand merci à toi. Merci à toi. Un mec qui a marché le PCT a toujours grand plaisir à raconter ses histoires et est plutôt difficile à arrêter.
C'est ce que nous disait François dans son interview. Mais c'est toujours génial de vous écouter en tout cas. Donc vraiment un grand merci. De rien, merci.